Alors Nicolas Bétou, il fut d'abord, il y a 25 ans, rédacteur en chef, puis directeur de la rédaction du journal Les Échos. Nous sommes à la charnière entre, à ce moment-là, le papier et le numérique qui arrive. Et Nicolas met en route toute la partie digitale de la rédaction des Échos. 2004, vous dirigez, Nicolas, Le Figaro. C'est à ce moment-là où le journal Le Figaro est construit en cahier, et c'est toujours aujourd'hui le visage qu'il a. 1000 numéros sont publiés sous votre direction. Puis ensuite, vous retournez au journal Les Échos comme PDG à ce moment-là, et vous fusionnez Les Échos avec La Tribune. Et puis enfin, vous avez fondé l'Opinion que vous présidez aujourd'hui. C'est un journal d'actualité généraliste, mais qui choisit son actualité, l'international, le politique et l'économie. Passion du journalisme, passion de la presse, ça ne vous empêche pas d'en avoir au moins deux autres. Une première pour votre sud-ouest, le bassin d'Arcachon, où vous réunissez votre famille dans le huis clos de votre bateau, entre autres. Une autre passion aussi pour la musique. Vous présidez l'orchestre L'Alliance, orchestre dirigé par un violoncelliste iranien. Cet orchestre produit une série de concerts pour recueillir des fonds pour une association. Nicolas, comment voir clair dans l'actualité, surtout quand on doit conduire une entreprise? Ça veut dire assurer les transformations et assurer sa pérennité. Merci beaucoup. Merci Thierry. Bonjour à toutes. Et bonjour à tous. J'ai fait une sottise en acceptant de traiter ce sujet parce que vraiment l'actualité est tellement folle. Encore que le titre que vous avez choisi, politique friction, est probablement le meilleur qu'on puisse imaginer, à la fois parce que la fiction a dépassé la réalité, et donc il ne s'agit plus de fiction, il s'agit de réalité, et puis parce que les frictions sont telles aujourd'hui que les changements sont ultra rapides et assez difficiles à cerner. La plupart du temps, dans ce genre d'exposé, de ce genre d'exercice, on part de la situation politique du pays, du continent, du monde. On essaie de voir quelles sont les caractéristiques, on analyse, on étudie, et puis on essaie de comprendre ce que ça peut avoir comme impact sur la société, sur le pays, sur la planète, et on essaie de mêler les deux. Ben moi, je vais non pas partir de la situation politique, mais partir, au contraire, de la situation du pays, et essayer de voir comment est-ce qu'on en est arrivé là, et est-ce que les différentes options qui sont devant nous nous donnent comme chance de régler les différents sujets qui se présentent et comment à nous. Quelle est la situation du pays? Le pays ne va pas très bien. Il a même le sentiment d'aller mal. Ce n'est pas juste un sentiment. Hein. Les différentes études d'opinion, pas seulement les sondages, les études d'opinion, c'est-à-dire on interroge des milliers et des milliers de gens et on recueille leur avis, on les met dans des logiciels qui étudient la manière dont les gens se comportent vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis de la collectivité. Ces différentes études d'opinion disent que le pays est ressenti comme allant mal. Et d'ailleurs, on le voit de façon très claire dans les sondages, cette fois, qui donnent sans ambiguïté 40, 45 et même parfois plus de 50% de vote protestataire. Qu'est-ce que j'appelle le vote protestataire? J'appelle vote protestataire ce vote qui exprime à la fois une colère et une envie de chambouler le système, une envie de changer les règles et de donner une leçon à ceux qui sont dans le système et qui appliquent les règles. 40, 45, parfois plus de 50% des Français qui expriment une opinion politique aujourd'hui, que ce soit au travers du vote d'extrême droite, du vote d'extrême gauche ou du vote d'une partie protestataire de la gauche, disent le pays va mal et on veut tout chambouler. De mon point de vue, l'état actuel de la France s'explique par la combinaison de deux facteurs, deux grandes évolutions qui sont l'état des lieux du pays. D'abord une crise sociale et économique, et ensuite une crise que j'appelle par simplification une crise de société. Crise sociale et économique, et non pas crise économique et sociale. La crise est ressentie comme une crise sociale par la majorité de ceux qui s'expriment sur l'état social du pays. Les Français ressentent cette crise sociale d'abord parce qu'il y a évidemment un chômage très important. Nous avons aujourd'hui un chômage record. Il a été un tout petit peu plus haut au milieu de l'année dernière, mais nous sommes encore dans un niveau record de chômage. Niveau record de chômage et durée record
du chômage. On s'intéresse assez peu à ce genre de données. On parle toujours du nombre de chômeurs, du nombre de jeunes au chômage, du nombre de personnes de plus de 50 ans ou de plus de 55 ans au chômage. La durée moyenne du chômage aujourd'hui en France, c'est 561 jours. Durée moyenne. Plus d'1 an et demi. La moyenne, encore une fois. C'est-à-dire qu'on additionne toutes les durées du chômage. Vous savez ce que c'est qu'une moyenne, ce n'est pas la peine que j'y insiste. C'est incroyablement long. 1 an et demi de durée moyenne du chômage. Alors évidemment, ce malaise de chacun de ceux qui cherchent un emploi se diffuse et se disperse autour de chacun. Il y a une vraie crise de l'emploi en France. Par ailleurs, il y a un sentiment, et j'insiste bien sur le fait que c'est un sentiment de baisse du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat n'a pas baissé, y compris pendant la crise de 2008. Le pouvoir d'achat a continué à progresser. C'est dû au modèle social français. Beaucoup de gens s'en satisfont. Ce modèle social français qui amortit les crises, mais qui, aujourd'hui, on le voit très bien, empêche les rebonds. Donc le pouvoir d'achat est ressenti comme étant en baisse. Les usages, d'ailleurs, et les budgets des ménages ont beaucoup augmenté, beaucoup changé, en tout cas ont beaucoup varié. Et cette combinaison d'un chômage record et d'un pouvoir d'achat qui est ressenti comme étant en baisse a pour résultat que la plupart des Français considèrent que les inégalités augmentent, alors qu'elles ont légèrement diminué, mais diminué quand même depuis quelques années, depuis 5 ans en particulier, un peu plus, même depuis 7 ans. Cette perception d'une progression des inégalités nourrit cette crise sociale dont je vous parle depuis un moment. La conséquence, c'est le fait que vous sentez en France, et vous sentez au travers de ce qui se manifeste comme tendance politique, au travers des sondages et au travers de la campagne telle qu'on la vit actuellement, il y a au sein de la France un sentiment de décalage, un sentiment de malaise, ce malaise social, qui joue beaucoup sur, ou qui vient beaucoup de quelque chose qu'on a assez peu identifié pendant très longtemps et qu'on commence à comprendre un petit peu mieux et qui va probablement résonner à vos oreilles d'une façon assez puissante. Cet élément, ce fait, c'est la montée du sentiment, chez une partie de la population française, du sentiment d'abandon, du sentiment d'isolement. Je ne sais pas si vous êtes amateur de travaux de géographes ou de démographes. Ce sont des sciences qui sont passionnantes, d'abord parce qu'elles sont assez souvent prédictives. La démographie, dans ces grands fondamentaux, ce n'est pas très compliqué. On travaille sur des années, sur des décennies. Dans ces fondamentaux, ce n'est pas très compliqué. Après, quand on rentre dans le détail, c'est extraordinairement complexe. Voilà pour la démographie. Et la géographie, ça part d'un terrain, d'une donnée qui, aujourd'hui, est à peu près incontestable. Et on travaille sur les évolutions et la superposition de cartes. Eh bien, 2 personnes ont travaillé de façon très intéressante sur ce sentiment de malaise, justement. Essayer de l'identifier, essayer de le cartographier, essayer de le situer, de le géolocaliser. Ces 2 scientifiques sont l'un Hervé Lebras, c'est un géographe, et l'autre s'appelle Christian Gully et Christophe Gully, et c'est lui un géographe. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à prouver chacun dans leur côté? Et quand on superpose leurs deux travaux, leurs 2 sommes de travaux, on arrive à une donnée très intéressante. L'un a travaillé sur le vote Le Pen et l'autre a travaillé sur la combinaison du vote Le Pen et du chômage. Ce qu'on constate de façon absolument spectaculaire, c'est que la cartographie du vote Le Pen aux dernières élections régionales, tout ça sera rafraîchi à la prochaine élection présidentielle et aux prochaines élections législatives, cette cartographie se combine à peu près parfaitement avec la carte du chômage. Mais plus important encore, elle se combine de façon spectaculaire avec les situations géographiques des différentes personnes qui sont au chômage et qui sont plus éloignées ou moins éloignées du centre-ville. Ce que disent ces études, c'est plus vous êtes loin d'un centre-ville, plus vous êtes loin d'une conurbation, plus vous êtes loin d'une gare SNCF, plus vous êtes loin des infrastructures, plus vous êtes loin d'une ville, plus vous êtes, comme beaucoup, dans une France qu'on appelle maintenant la France périphérique, plus vous êtes sensible au sentiment que
les services publics s'en vont ou sont trop loin, les centres-villes se dépeuplent, et on vous abandonne. Et c'est là que monte le vote protestataire, qui est un vote qui exprime un sentiment d'isolement et d'abandon. Ces données sont absolument fascinantes, et là où c'est une bonne nouvelle pour vous qui travaillez beaucoup pour des gens qui travaillent sur les infrastructures et sur les équipements, le monde politique commence à prendre conscience de cette réalité que ce qu'on appelle la France périphérique est un des facteurs du malaise social ambiant. Et cette France périphérique, combinée encore une fois au chômage, donne les résultats que j'évoquais tout à l'heure. Ce sentiment est évidemment, j'y passe rapidement, accru et aggravé par ce qu'on appelle la désertification, alors désertification médicale, désertification des centres-villes, la fermeture de ce qui fait une ville et de ce qui lui donne son importance à la fois économique et sociale, dans la vie sociale au sens traditionnel du terme. Cette crise-là, elle n'est pas spécifique à la France, hein, elle se retrouve évidemment dans énormément de pays, puisque dans tous les pays, il y a une attirance forte pour les villes et une espèce de fracture qui se produit entre les grands centres-villes qui sont très équipés et puis le reste du pays qui l'est moins. Mais c'est un élément très important de la crise sociale. Je vous disais crise sociale et économique, et non pas crise économique et sociale, parce que cette crise a évidemment une forte conséquence sur la façon dont les Français, je parle en particulier des Français, abordent ce qui serait nécessaire, c'est-à-dire le sujet de la réforme. On est sur un terreau qui est aujourd'hui extrêmement fragile, qui proteste beaucoup contre l'état actuel du pays et qui a du mal à envisager la manière dont on peut réformer le pays, qui rejette d'ailleurs en grande partie l'idée de réforme, c'est la protestation, sauf lorsque la réforme est là pour tout chambouler et faire sortir le pays du système. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le dégagisme. Le dégagisme, c'est un mouvement, le mot a été popularisé par Jean-Luc Mélenchon, c'est un mouvement qui est né, en tout cas c'est un mot, dégage, qui est né au moment de la révolution tunisienne. Dégage, disaient les manifestants à propos du chef de l'État tunisien, et ce dégagisme a ensuite été popularisé dans différents mouvements, sui generis, Nuit debout, Occupy Wall Street aux États-Unis. Dégage, c'est vous, ceux qui êtes les dirigeants, vous devez dégager. Ce dégagisme, il a beaucoup frappé en France, j'y reviendrai dans un instant, mais il explique aussi la manière dont une partie des Français vivent actuellement la crise sociale et politique. Il faut envoyer balayer tout ça et essayer de changer le système, ou en tout cas le mode de vie ou le mode d'expression du système. Crise sociale et économique, crise de société aussi, je vous le disais, c'est la combinaison de ces deux facteurs, la crise sociale et la crise de société. Qu'est-ce que j'entends par la crise de société? C'est la montée de tensions au sein de la société, qui évidemment, je pense que vous avez tout de suite identifié le sujet, les tensions liées à la violence, liées à des frictions entre communautés, liées à la difficulté parfois, dans un certain nombre de cas, d'adaptation ou d'articulation entre l'État, le pays et le système religieux. Ce n'est pas une nouveauté que le pays ait des problèmes avec telle ou telle religion, hein. La France de l'Ancien Régime a eu des problèmes gigantesques avec la religion catholique. Ça s'est réglé avec le Concordat. La France a eu des problèmes gigantesques avec la religion protestante. Je fais appel à vos cours d'histoire, je veux dire quelques années. Souvenez-vous, la révocation de l'édit de Nantes, enfin tout ça était au cœur d'un conflit entre l'État français, la nation française et une religion. Même chose pour la religion juive, hein. On est arrivé ensuite à un accord autour du consistoire. Et bien aujourd'hui, il y a un problème d'articulation qui n'est pas réglé entre l'État laïque et une religion, l'islam, ou en tout cas
une partie de la manière dont s'expriment certains tenants de l'islam qui poussent en avant un islam politique. Ces tensions sont lourdes, elles sont pesantes, elles font partie aujourd'hui du débat politique. Ce n'est pas la peine que je vous fasse un long dessin sur les différentes visions que les différents candidats peuvent avoir de ce sujet et du rapport en particulier, encore une fois, du rapport à l'islam. Ces tensions, elles s'expriment, et au fond, c'est la façon la plus simple d'exprimer ce qui se produit dans le social et dans la crise de société, une tentation du repli sur soi. Il y a en France, au-delà de la protestation contre le système, une véritable tentation du repli sur soi en disant non aux autres pays, par exemple, la contestation de l'Europe, non aux autres dès lors qu'ils ne sont pas, par exemple, des nationaux. On fête demain le 60e anniversaire du traité de Rome, qui est le traité fondateur de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, 6 pays à l'origine, 28 aujourd'hui et bientôt 27. Je ne sais pas pourquoi on dit qu'on fête l'anniversaire du traité de Rome, parce que franchement, l'Europe est dans un assez triste état, en tout cas suffisamment triste pour qu'on puisse s'en alarmer. Crise sociale, crise de société, avec un certain nombre de défis qui se posent maintenant devant nous et qui vont être sur la feuille de route de celui, je ne dis pas de celui ou celle, parce que je pense qu'il y a assez peu d'hypothèses dans laquelle Marine Le Pen serait élue présidente de la République, donc la feuille de route de celui qui sera le prochain président de la République. Quels sont les défis ? Ils sont relativement simples à exprimer et relativement complexes à relever. En fait, il y a un défi, que la France retrouve sa place, qu'elle retrouve son rang, qu'elle retrouve son rang de puissance européenne, de première puissance européenne, à égalité avec l'Allemagne, première puissance économique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas la première puissance économique. Alors, on peut relativiser avec le nombre d'habitants et donc la capacité à créer de la richesse, mais nous ne sommes pas, même en comparant, de façon proportionnelle, nous ne sommes plus la première puissance économique. Nous sommes aujourd'hui dépassés dans un certain nombre de secteurs, bien sûr par les Allemands, mais aussi à tel ou tel endroit par les Pays-Bas, par l'Espagne. Nous n'avons plus la position qui, en matière économique, nous assurait un certain premium en Europe. C'est la même chose sur le plan diplomatique. Je vous donne juste une image. Lorsque Barack Obama a fait sa tournée des adieux en Europe, dans le reste du monde aussi, mais en Europe, qui voit-il ? Angela Merkel. Et il néglige même de s'arrêter à Paris, ce qui est, quand on y songe, absolument incroyable. Nous sommes membres du Conseil de sécurité, membres permanents, détenteurs de l'arme atomique, juste une place incroyablement grande et traditionnelle dans le concert mondial. Ben non. Le patron sortant de la première puissance mondiale, des États-Unis, ne s'arrête pas à Paris et rencontre en fait le président de la République au travers d'une réunion collective avec 4 ou 5 chefs d'État autour d'Angela Merkel. Donc, retrouver la place de première puissance économique, de première puissance européenne, ça exige de restaurer le dynamisme économique, de réformer, de faire des vraies réformes. Alors, je sais bien, on me dit souvent la France ne peut pas être réformée. Regardez ce qui s'est passé autour de la loi El Khomri, tout de suite, beaucoup de gens dans la rue, impossible de réformer. Moi, je pense que c'est possible de réformer. J'y reviendrai tout à l'heure pour essayer de voir si on peut discerner des différences dans la méthode, en tout cas entre François Fillon et Emmanuel Macron, mais je pense que c'est possible de réformer. Les grands échecs des réformes, les échecs les plus spectaculaires, disons, on a plein de réformes réussies, pas mal de petits échecs. Les grands moments de tension autour d'une réforme qui aboutissent à un échec, c'est, d'ailleurs vous remarquerez l'espèce de récurrence décennale, c'est 95, 2005, 2015, 2015-2016. 95, rappelez-vous, la réforme Alain Juppé, la France bloquée, la France vraiment bloquée, grève des services publics, plus de trains, plus de métro, enfin bon, vraiment une forte grève.
Je rappelle rapidement le contexte. Jacques Chirac vient d'être élu. En septembre, on s'aperçoit qu'il ne se passe pas grand-chose. Une sorte de pression commence à monter sur le gouvernement. Le budget qui est présenté à la fin du mois de septembre par le gouvernement ne dit rien de particulier en termes de réforme, sauf que Jacques Chirac, élu sur la fracture, fait plutôt un virage sur l'aile et se remet dans les clous de la rigueur budgétaire. Et cette pression qui monte conduit Alain Juppé à proposer et à préparer en grand secret une réforme des retraites. Et pendant qu'il prépare en grand secret, en tout cas sans en divulguer les détails, une réforme des retraites, monte un autre sujet dans les médias. Et ce sujet, c'est, oui, on le voit venir, il va nous faire une réforme des retraites, une deuxième, parce qu'Édouard Balladur en avait déjà fait une quelques années auparavant, et il ne touchera, comme d'habitude, que les retraites du privé. Et lorsque Alain Juppé, fin octobre, dans la dernière partie du mois d'octobre, présente sa réforme, surprise, il réforme à la fois les retraites du privé et les retraites du public, en particulier les régimes spéciaux. Applaudissements debout à l'Assemblée nationale. La presse bluffée, même Libération, et à l'époque Libération c'était une puissance autrement supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, dit « bien joué ». Et très vite, les régimes spéciaux se mettent en grève et bloquent le pays et conduisent à l'abandon de cette réforme. Pourquoi ? Secret, pas préparé, pas expliqué et pas maintenu. Deuxième exemple, 10 ans après, Dominique de Villepin lance le CPE, le SMIC jeune, vite surnommé SMIC jeune. J'ai un souvenir extrêmement précis de la manière dont ça se passe. Je suis en voyage professionnel avec plusieurs journalistes et le dimanche soir, on est dans une voiture avec Patrick Poivre d'Arvor, qui présentait à l'époque le 20h. Il reçoit un coup de fil de Dominique de Villepin qui lui dit « Écoute, voilà, demain je présente un truc très important, est-ce que tu peux m'inviter au 20h ?» Et Poivre dit probablement, il m'explique qu'il est un peu contraint par le CSA de l'époque, les horaires, le fait de donner la parole au gouvernement et à l'opposition. Et puis voilà, il dit non. Et de Villepin insiste, si, tu sais, c'est très important. Et il dit non. Et le lendemain après-midi, surprise, Dominique de Villepin, sans avoir prévenu personne, sort le SMIC jeune. Et d'ailleurs, il ne fait aucune télé le soir, ni TF1, ni à l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelait, Antenne 2 probablement, rien. Et au fond, il lance son sujet, sa grande réforme, une très grande réforme, essayer de baisser le coût du travail pour ceux qui abordent le marché du travail. Évidemment, on en est toujours là des années après. Et puis, vous connaissez l'histoire, les lycées se bloquent, les facs s'y mettent, et finalement, la loi est votée, mais elle n'est pas promulguée. Une espèce d'incongruité chiracienne, un peu étrange, abracadabrantesque, aurait dit Chirac s'il avait dû commenter son propre déni. Troisième réforme, le Code du travail. En 2015, le gouvernement lance toute une série de consultations, un rapport, 2 rapports, 3, 4, 5 rapports, dont un rapport fait par Badinter, grande signature de la gauche, qui dit qu'il faut réformer le Code du travail. Un rapport fait par un monsieur qui est extrêmement important, qui s'appelle Combrexel. Monsieur Combrexel est le directeur des relations du travail. Le directeur des relations du travail, c'est le vrai ministre du Travail. Il a été 11 ans à ce poste, donc il a survécu au changement de régime, changement de ministre, tout. C'était lui, il n'est plus en poste, le ministre du Travail. Et il dit il faut réformer, il faut flexibiliser, il faut alléger. Et puis on a un think tank de droite qui dit la même chose, et puis un think tank de gauche qui dit la même chose, et tout le monde se dit bon ben voilà, l'affaire est faite, on va faire cette loi. Cette loi, elle est préparée, et puis elle est, j'allais dire, rendue plus acérée, plus ambitieuse, au sens où nous aimons la réforme, plus dangereuse, au sens où la gauche et les syndicats le vivent. Et puis elle sort tout à trac, comme ça, une fuite, probablement quelqu'un qui voulait planter la réforme, et sans aucune explication, sans aucun partage, sans aucune négociation. Un certain nombre de dispositions sont rajoutées dans cette loi. Il y a même un article bis, ce qui est étrange dans un projet de loi, au moment où on le présente, le 31 bis. Et puis ça part en vrille, et de la version 1 de la loi El Khomri, on arrive à une version X, qui n'a évidemment plus rien à voir avec ce qu'elle était. Protestation, pas gigantesque quand même, mais au fond, tout ça crée des reculs du gouvernement. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut réformer en France à condition de dire avant
de discuter avec les contre-pouvoirs, les syndicats, le patronat, bien sûr, ceux qui ont un intérêt, de près ou de loin, à la réforme ou au maintien statu quo. Il faut exposer, expliquer, raconter en permanence, et puis il faut tenir. Voilà. À ces conditions-là, la réforme, elle est tenable. Donc, faire la réforme de court terme, tout de suite, droit du travail, poids des charges sociales, poids des impôts, et puis des réformes de long terme qui sont la maîtrise des dépenses publiques. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, vous étiez peut-être en train de visiter votre salon ou de tenir vos stands. Le ministère des Finances vient de publier la dernière évaluation du déficit des finances publiques en 2016, 3,4%. C'est-à-dire un déficit un peu plus lourd que ce que le gouvernement avait annoncé en fin d'année et beaucoup plus lourd que ce qu'il avait promis en début d'année. Voilà. On est toujours incapable d'être, ne serait-ce que d'être dans les clous de ce fameux traité de Maastricht. Je vous rappelle que les 3% qui sont devenus une espèce de machin autour duquel tout le monde se bat, ces 3%, ce n'est pas un objectif, c'est une limite. L'objectif dans le traité de Maastricht, c'est l'équilibre budgétaire. Et au-delà de 3%, on est dans un niveau d'alerte. Pourquoi 3%? Parce qu'à 3% et à 60% d'endettement par rapport à la production de richesse du pays, on est dans un système où la dette s'accroît mécaniquement. Où la dette, où le pays ne produit plus suffisamment de richesse, sauf à les surtaxer et donc à les écrouler petit à petit, ne produit plus suffisamment de richesse pour pouvoir rembourser sa dette. 60% de dette, 3% de déficit public. Ben voilà, on est à 3,4% et on est à 100% de dette. Et donc on sait bien que ça ne peut pas tenir comme ça, c'est pas vrai, ça ne peut pas tenir comme ça. Reprendre le contrôle de ces finances publiques, ça c'est un travail de long terme sur les déficits et redonner de la compétitivité au pays. Je vais pas vous raconter tout ce que vous vivez tous les jours, moi je vous donne juste un chiffre, ou plutôt deux, qui sont incroyables, en ce sens qu'ils disent tout de ce qu'on devrait faire et de ce qu'on peut faire, de ce qu'on est capable de faire. Je ne pense pas qu'on soit plus mauvais que l'Allemagne, qui est évidemment aujourd'hui le modèle. Il y a 10 ans, c'était l'homme malade de l'Europe, hein, l'Allemagne. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est 10 ans de travail, mais ça n'est que 10 ans. Ça n'est que 10 ans à tenir sur une ligne à peu près identique et non pas à faire des zigzags en permanence. Eh bien, ces deux chiffres, ou plutôt ces deux rapports, les voilà. La France fait, par exemple, 70 milliards de déficit budgétaire, 70 milliards. L'Allemagne a fait en 2016 18 milliards d'excédents. C'est trop. D'ailleurs, c'est probablement le prochain président, s'il arrive à avoir un peu de crédibilité vis-à-vis de ce pays et de l'Europe, devra faire son maximum pour que l'Allemagne ne soit pas en excédent budgétaire systématiquement et qu'elle réinvestisse dans son économie, dans ses infrastructures, peut-être dans la défense, que nous supportons beaucoup plus que les autres. Enfin, bref, qu'il n'y ait pas un tel déséquilibre entre les 18 milliards d'excédent de l'Allemagne et les 70 milliards de déficit de la France. La France a sa part de responsabilité, l'Allemagne devra aussi jouer. Deuxième ratio, je trouve encore plus spectaculaire parce qu'il dit tout, vraiment absolument tout de la compétitivité telle que nous pouvons la vivre avec les charges et l'ensemble des contraintes, y compris les normes qui nous sont imposées. La France a fait en 2016 a créé un déficit commercial de 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros de déséquilibre de la balance commerciale française. L'Allemagne a eu un excédent, ça vous y attendiez, 280 milliards d'euros. 280 milliards d'euros. L'Allemagne est devenue le premier exportateur, en termes d'excédent, au monde, avec la même monnaie, avec un État, il y a 10 ans, qui est proche de ce que nous avons aujourd'hui dans le pays, et pourtant, elle le fait. Et donc, voilà les sujets sur lesquels il faut se concentrer, et honnêtement, c'est parfaitement faisable. Alors, comment est-ce qu'on peut dominer tout ça et arriver à implémenter tout ça? Est-ce qu'on a les moyens d'affronter tous ces sujets et tous ces défis? Oui, à condition de
penser autrement et de considérer et d'arriver à faire passer l'idée, en particulier dans la population, que la réforme, si ça peut être vécu comme une mise en danger, est une chance d'améliorer les choses. Je pense que dans la campagne électorale, enfin, qu'est-ce qu'on peut appeler ça une campagne électorale? Dans le moment actuel qui précède l'élection présidentielle, c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé. Cette tentative de dire voilà pourquoi on doit réformer ça, je pensais, mais voilà pourquoi on peut réformer et pourquoi on peut le faire sans que ce soit vécu comme une mise en danger absolue, ce sujet n'est pas passé. La campagne n'est pas absolument finie, mais disons qu'on n'a pas les meilleures chances d'y arriver. Malgré tout, cette urgence qu'on a devant nous, cette urgence qui va être conférée aux politiques, elle est à portée de la main. En tout cas, répondre à cette urgence est à portée de la main. On est en train, là, dans le mois qui vient, d'établir les conditions dans lesquelles la France va vivre pendant les 5, peut-être les 10 années qui suivent. Alors, que peut-il se passer, puisque je sais que vous attendez tous que je vous dise qui sera président de la République. Je ne vais peut-être pas prendre ce risque quand même, ce qui est une manière de vous dire que les choses ne sont pas fixées. Aujourd'hui, une étude est parue ce matin, les Français, 40% des Français, 4 Français sur 10, n'ont pas fixé leur vote. Ou bien ne savent pas pour qui ils votent, pour qui ils voteront, ou bien disent je pense que je voterai, mais je peux encore changer d'avis. 40%, c'est gigantesque. Jamais on a eu une telle proportion. Thierry Wathelet me faisait la gentillesse tout à l'heure de montrer la une de l'opinion. On a listé l'abécédaire de toutes les innovations, toutes les nouveautés, tous les jamais vus, tous les pour la première fois qui se sont produits dans cette campagne. Les primaires, innovation dans les deux cas, le débat toutes ces choses vous paraissent peut-être microscopiques. Par exemple, les débats télévisés avant le premier tour. C'est gigantesque. Ça change absolument tout la façon de gérer la campagne. Et puis, évidemment, dans les nouveautés, Marine Le Pen assurait d'être au second tour. Rappelez-vous le choc que ça avait été en 2002 de voir Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Marine Le Pen, d'ailleurs, qui est dans tous les débats. Rappelez-vous, en 2002, Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen entre le premier et le deuxième tour. Et puis le dégagisme, je vous en ai parlé, Nicolas Sarkozy qui est éjecté, Alain Juppé, Manuel Valls, Cécile Duflot, mais qui revient par la fenêtre, là, en ce moment, François Bayrou, qui a été dans l'incapacité, et puis, bien sûr, la capitulation de François Hollande, qui s'est retrouvé, pour la première fois de l'histoire de la Ve République, dans l'incapacité même d'être candidat à sa réélection. Autre nouveauté incroyable, Emmanuel Macron, un inconnu ou un quasi-inconnu il y a 1 an, ou il y a 2 ans en tout cas, qui est aujourd'hui clairement le favori des sondages. Les sondages, il faut toujours se dire ça, hein, les sondages, c'est que se passerait-il si vous aviez à voter dimanche prochain? C'est à ça que répondent, c'est à cette question que répondent les gens qui sont sondés. Si l'élection avait lieu dimanche prochain, très probablement, Emmanuel Macron sortirait qualifié pour le second tour, en tête ou pas, avec Marine Le Pen, et serait très probablement élu 15 jours après au deuxième tour. Incroyable. Il y a 1 an, tous les observateurs politiques et tous ses concurrents disaient « D'abord, il est trop jeune, il n'a pas de parti, il n'a jamais été élu, et il n'a pas ou peu d'expérience. » Tout ça a été vrai. Regardez où il en est. Cette nouveauté est absolument fracassante, et elle est en train de bouleverser ce qu'on a appelé cette présidentielle. On est passé, donc si je n'arrive pas à vous dire qui sera le prochain président de la République, je voudrais vous donner quelques éléments de décodage qui vous permettront, je pense, de comprendre un peu mieux ce qui se passe, ou de prévoir un peu mieux ce qui peut se passer. On est passé d'un certain nombre de certitudes à des doutes à peu près dans tous les domaines. Les certitudes, il y a quelques semaines, c'était ça. C'était Marine Le Pen sera au deuxième tour et elle sera battue. 2 affirmations en une seule phrase. Aujourd'hui, la phrase, c'est « Marine Le Pen sera au deuxième tour, mais il n'est pas absolument certain qu'elle soit battue. » Moi, je pense qu'elle le sera, mais ça n'est pas absolument certain. Il y a des cas de figure dans lesquels les sondeurs voient qu'on est très limite. Pourquoi? Parce que chacun des grands partis traditionnels, les partis républicains qui étaient au pouvoir depuis des années, la droite républicaine, les républicains et le centre, et puis la gauche, en particulier la gauche socialiste, sont menacés d'être éliminés
du deuxième tour, pour la première fois de l'histoire. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Et donc on ne sait pas du tout comment vont réagir les électeurs. On sait par exemple que les électeurs de droite avaient la conviction et avaient une envie folle de l'alternance, et étaient convaincus que les choses se passeraient sans difficulté. Rappelez-vous la dernière phrase, pour ceux qui l'ont regardé, la dernière phrase du dernier débat entre François Fillon et Alain Juppé, avant la primaire de droite. Alain Juppé conclut et dit, ce qui à mon avis d'ailleurs était une faute politique, il dit mesdames et messieurs qui nous regardaient, qui allez voter, souvenez-vous, en votant, vous allez choisir le prochain président de la République. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'à l'époque, tout le monde sait que, en particulier si lui est élu, roule ma poule. Hein, il est contre Marine Le Pen au deuxième tour et puis ça passe sans problème. Cette certitude, elle n'existe plus. Et en tout cas, plus personne ne peut dire aujourd'hui, avec certitude, Marine Le Pen ne sera pas élue présidente de la République. Je constate d'ailleurs dans mes contacts avec, par exemple, les banquiers ou un certain nombre de patrons de filiales en France d'entreprises étrangères que c'est une vraie inquiétude de notre environnement. Beaucoup de patrons me disent, quand on a des calls avec nos référents, quand on participe à un comité de direction avec nos actionnaires anglais, américains, hollandais, que sais-je encore, la première question, c'est est-ce que Marine Le Pen risque ou peut être présidente de la République. Voilà une certitude qui a volé en éclats. Voilà un doute qui est maintenant très installé. De la même manière, l'autre certitude, c'est qu'il y aura une alternance à droite. Je n'y reviens pas trop longtemps. Et plus personne n'est sûr, évidemment, qu'il y aura une alternance à droite. Autre type d'incertitude, est-ce que le phénomène Macron, parce que c'est un phénomène, je vous l'ai raconté en 2 minutes, est-ce qu'il tiendra? Aujourd'hui, il tient. Est-ce qu'il ira au bout? Est-ce que les affaires Fillon continueront à se développer? On ne sait pas. C'est possible, pas certain, mais on ne sait pas d'ailleurs quel est l'effet que ça peut avoir. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé l'émission hier soir de David Pujada. C'était une émission d'une violence incroyable. Et aujourd'hui, ce matin, personne ne peut dire si ce sera favorable à François Fillon ou pas. Beaucoup pensent que ce sera favorable. Beaucoup pensent que ce sera favorable parce qu'il a été tellement agressé et tellement violemment que, ça peut provoquer une réaction de mobilisation de son électorat, de réaction, et au fond, personne ne le sait. Donc, je ne peux pas vous dire avec certitude ce qui va se passer, mais je peux vous dire, et je peux continuer à essayer de vous dire quels sont les points sur lesquels vous devez essayer de regarder comment les choses évoluent pour comprendre ce qui peut se passer et comprendre ce qui peut se passer après. Parce que ce qui est important, c'est après la présidentielle, après la législative, vers quel monde est-ce qu'on va. Troisième sujet, après ce que je vous ai dit, des 2 incertitudes qui ont volé en éclats. Troisième sujet à surveiller, le rythme des réformes. Qu'est-ce que la France sera capable d'accepter en matière de rythme des réformes? Celui qui fera, entre Emmanuel Macron et François Fillon, le meilleur diagnostic sur l'acceptabilité de la réforme par la France, celui-là gagnera. Lorsque vous regardez le programme de François Fillon, le premier paragraphe, il y a 3 grands chapitres. Le premier chapitre, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas le social, ce n'est pas l'international. Non, c'est urgent. Et il l'a dit à plusieurs reprises, l'Assemblée nationale et le Sénat siégeront tout l'été, les réformes seront passées très rapidement. Au fond, il croit à la réforme dans les 100 jours, après l'avoir dite, expliquée, négociée et en l'exposant. Vous regardez le programme d'Emmanuel Macron et vous écoutez sa première conférence de presse sur son programme, qu'on avait attendu longtemps. Début mars, il donne son programme. Qu'est-ce qu'il dit? La France est irréformable et je ne vais pas la réformer. Je vais la transformer. Pas la même chose. Et il explique qu'il va prendre 5 ans, ou parfois 10 ans, par exemple, sur la réforme des retraites, pour, non pas réformer, mais transformer la France. J'ai regardé le dictionnaire. Transformer, c'est changer pour améliorer. Changer, la même chose, pour l'améliorer. Réformer, c'est changer... transformer, excusez-moi. Transformer, c'est changer pour faire différent. Et réformer, c'est abandonner quelque chose pour faire mieux. Et vous voyez bien que les 2 termes n'ont pas le même sens. Quoi qu'il en soit, dire la France est irréformable,
c'est dire la France ne peut pas supporter une réforme de rythme rapide. Ce sera un point à observer pendant la campagne. Est-ce que la France accepte ou pas le rythme des réformes? Deuxième point à observer, campagne ou pas campagne. Est-ce que la campagne électorale va prendre? Tous les sondeurs surveillent un point particulier qui est le moment où, comme on dit, la campagne cristallise. Qu'est-ce que c'est cristalliser? C'est le débat se focalise sur un sujet et ça teinte la campagne et ça crée les oppositions, les débats, éventuellement les violences politiques, ce qui fait une campagne électorale. Il faut confronter des idées. Aujourd'hui, il n'y a pas de campagne électorale, il n'y a pas de cristallisation. Tout est écrasé par les affaires, par la petite course entre les ralliements des uns et les ralliements des autres. Tout ça ne fait pas une campagne politique. Rappelez-vous, en 2002, la campagne, c'était autour de la sécurité. Elle s'était cristallisée autour de la sécurité. C'était la sécurité, la délinquance et la sécurité. En 2007, la campagne, elle se cristallise autour du travail. Travailler plus pour gagner plus. En 2012, la campagne, elle se cristallise autour d'une trouvaille de François Hollande qui lui a coûté cher ensuite, mais mon adversaire, c'est la finance. Et elle tourne autour de ça, autour de la personnalité de Nicolas Sarkozy, etc. Mais elle tourne autour de... Le débat d'idées, il est sur l'adversaire, la finance. Je renégocierai le traité de Rome, les derniers traités, le traité de Lisbonne, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de cristallisation, il n'y a pas de sujet dominant dans la campagne. Et puis, dernier point pour essayer de comprendre comment est-ce que ça peut se passer, chercher ce qui peut se passer après. Chercher ce qui peut se passer à droite s'il y a une défaite. Chercher ce qui peut se passer à gauche s'il y a une défaite. À gauche, je veux dire la gauche traditionnelle, le PS en particulier, c'est fait, l'explosion a eu lieu. Ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fin de cycle électoral, le camp qui a perdu subit, au fond, explose. Je veux dire les choses simplement. Le PS est en train d'exploser. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers sondages, Benoît Hamon est passé derrière Jean-Luc Mélenchon. Et donc, pour la première fois depuis 1971, excusez du peu, 1971, ce qu'on appelle le congrès d'Épinay, le Parti socialiste est en train de se faire doubler, reprendre par une gauche protestataire qui inclut ce qu'il reste du Parti communiste. Voilà. C'est un moment évidemment très important et ce qui se passera après sera évidemment très important. Voilà les quelques clés pour essayer de comprendre quelles sont les chances de la France de se réformer rapidement ou pas. Encore une fois, je ne vous dirai pas qui va gagner, même si je suis sûr que dans votre fort intérieur, vous avez tous une préférence pour tel ou tel. Ce qui est certain, c'est que, on verra, je pense, moi, encore une fois, que Marine Le Pen n'a pas de chance d'être élue. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on profite tous d'une petite chance que cette campagne électorale nous offre, c'est que les deux autres finalistes possibles, entre Emmanuel Macron et François Fillon, dans l'ordre des chances, Emmanuel Macron, François Fillon, les deux ont quand même un regard qui est nettement plus pro-business que ce qu'on a vécu, en tout cas, il y a 5 ans. Un des talents d'Emmanuel Macron, il est d'être sensible à ces questions pro-business. Alors, on verra comment sa campagne s'organise vraiment, on verra quels sont ceux qui le rejoignent vraiment, on verra à quel point il sera obligé de gîter à bâbord. À bâbord, quand on regarde l'avenir, quand on regarde devant, c'est la gauche. Alors, est-ce qu'il va vraiment beaucoup gîter, ou est-ce que des ralliements comme ceux de Philippe Douste-Blazy, Jean-Marie Cavada, le font plus pencher à droite? Personnellement, j'ai un peu de mal à le croire, mais sait-on jamais, lui, il veut le croire et il veut le dire. En tout cas, la chance qu'on a, la chance que nous avons, nous, entrepreneurs, je me mets en tant que créateur d'une start-up, moi j'ai un peu plus de 50 ans, mais j'ai quand même créé une start-up. Je fais référence à ce que vous disiez, Thierry, tout à l'heure, avec un des intervenants. Voilà, le fait d'avoir des candidats pro-business, je pense qu'il faut vraiment saisir cette opportunité pour se dire nous avons un rôle à jouer dans l'expression de nos idées.
nous avons un rôle à jouer dans la façon de pousser l'intérêt de l'entreprise et de l'entrepreneur. Il est temps, c'est le moment. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait tous les jours, au travers du quotidien L'Opinion et du site l'opinion.fr. C'est pour ça que je suis tellement content aussi de rencontrer des gens comme vous. Merci beaucoup.